Notre prochain interlocuteur est sociologue, architecte et urbaniste de formation. Il est diplômé de l'UCL. Enseigne et mène des recherches en urbanisme à l'UCL et à l'ISURU, l'Institut supérieur d'urbanisme et de rénovation urbaine. Il s'agit de Pierre van der Straeten, qui travaille également comme indépendant au sein du bureau VIA, où il mène des projets consacrés au développement urbain et à l'aménagement du territoire en Wallonie et à Bruxelles. On a prévu normalement maintenant un petit système qui fait que si jamais il y a un problème avec le PowerPoint, l'assistance sera mieux coordonnée. Donc on espère que ça va marcher. Et donc je vous demande d'applaudir Pierre van der Straeten qui va inaugurer le nouveau système. Voilà, merci. Bonsoir à toutes. Bonsoir à toutes et à tous. On m'a invité à parler de l'écosystème urbain. J'ai intitulé la communication écosystème urbain, en finir avec la démesure de l'espacement. On nous avait demandé un titre attrayant, j'ai choisi l'intrigue. Alors mon propos sera celui d'un urbaniste, une réflexion donc sur la question de l'aménagement de la ville et du territoire, à propos donc de ces flux de matière et d'énergie dont Émilie Gobo vient de parler. J'aimerais vous faire part autant de convictions que de doutes et de questions. L'écosystème urbain désigne en fait le mode de fonctionnement écologique d'une ville que l'on considère à partir des interrelations entre ces différents constituants, ces acteurs, ces activités, et entre tous ces éléments-là et l'environnement, le milieu dont il dépend. Donc vaste question. Pour rappel, c'est peut-être toujours intéressant de le dire, éco donc vient de oikos, qui veut dire la maison, et puis par extension c'est devenu le lieu, le milieu habité, le milieu où il puise donc, on peut puiser matière et énergie. La question qui m'intéresse est de savoir de quel milieu urbain il s'agit aujourd'hui. Que peut-on dire à propos de ce milieu? N'y a-t-il pas une question de taille, d'échelle, d'étendue qui nous intéresserait dans le rapport entre cette taille, cette étendue, cette échelle et l'action, la conscience des habitants, des acteurs de la ville? Quand on étudie l'écosystème urbain, on ne peut que constater une perte d'intégrité, de qualité de l'environnement du territoire urbain, qu'il s'agisse de l'agglomération morphologique ou de l'agglomération fonctionnelle, qui est au fond le territoire dit métropolitain aujourd'hui. Mais ce constat problématique trouve en fait, en réalité, principalement son explication dans le fait que ce milieu s'est fortement étendu, qu'il s'est dispersé en produisant donc des distances, des espacements démesurés aujourd'hui. Ça s'est fait progressivement, mais donc entre la ville, les gisements de ressources pour la ville et les dépôts de déchets. Alors bien sûr, il s'agit de restaurer l'intégrité de l'environnement du territoire urbain, mais il me semble que ces efforts risquent bien de rester vains si on ne parvient pas en même temps à réduire ces espacements et cette dispersion. Et ces espacements ont par ailleurs contaminé la ville elle-même, puisque d'une certaine manière, ces quartiers et ces centres se sont spécialisés, transformant les espaces publics, nos rues, en lieux d'espacement également entre les usagers, par la généralisation des sites propres que sont les trottoirs et les chaussées carrossables. Alors, je vais essayer de passer. Voilà. Citée par Sabine Barles, experte française en métabolisme du territoire et de la ville, dans son livre « L'invention des déchets urbains », parce qu'elle précise bien que le déchet urbain a été historiquement inventé au XIXe siècle, Victor Hugo a écrit en 1862 « Ces tas d'ordures au coin des bornes, ces tombereaux de boue cahotés la nuit dans les rues, ces affreux tonneaux de la voirie, ces fétides écoulements de fanges souterraines que le pavé vous cache, savez-vous ce que c'est ? C'est la prairie en fleurs, c'est de l'herbe verte, c'est du serpolet et du thym et de la sauge, c'est le mugissement satisfait des grands bœufs le soir, c'est du foin parfumé, c'est du blé doré, c'est du pain sur votre table, c'est du sang chaud dans vos veines, c'est de la santé, c'est de la joie, c'est de la vie. »
Alors qu'auparavant, les excrétas de la ville servaient à fertiliser les champs proches, le système de boucles dont Émilie a également parlé. Leur évacuation progressive sous le pavé, dans l'égout, témoigne de la fin d'un écosystème qui fonctionnait, un écosystème urbain qui fonctionnait en boucle dans des circuits courts, comme le représente le schéma du bas de la diapositive, des circuits courts, un système en boucle. Les villes européennes vont développer, à partir de ce moment-là, en prélevant de plus en plus de matière et d'énergie, de plus en plus loin, en rejetant de plus en plus leurs déchets, de plus en plus nombreux et de plus en plus loin, comme le montre le schéma du haut, qui représente donc l'écosystème urbain, le métabolisme, donc dit linéaire, qui est notre situation aujourd'hui. J'aurais pu reprendre certains schémas bien connus, je pense notamment à tout le travail réalisé par l'équipe de l'ULB, le professeur Duvigneau, dans le milieu des années 70, à propos donc de la quantification de ces flux de matière et d'énergie. Je pense également à des travaux de Richard Rogers qui présentent ces principes, ces schémas. Mais il me semble qu'il était intéressant, et c'est là-dessus que je voudrais simplement insister ici, outre les enseignements généraux, qu'il fallait pouvoir distinguer le trait circulaire qui désigne la ville au centre des deux schémas, à savoir que le trait circulaire du bas est en trait continu et le trait circulaire du haut est en trait tillé. Cela signifie que la ville représentée avec le trait circulaire continu est donc une ville qui utilise mieux ses ressources, c'est ça que le dessin exprime, dans laquelle les habitants sont davantage matérialistes, mais matérialistes dans un sens inhabituel peut-être, en tout cas matérialistes parce qu'ils sont davantage attachés à la matière, qu'ils en prennent davantage soin, qu'ils la font davantage durer, en la recyclant, en la réparant, en l'entretenant davantage. Philippe Brucka, qui est un philosophe français, a proposé un intéressant jeu de mots au centre de la diapositive, avec l'espacement en un mot, l'espacement en deux mots. Il veut dire que l'espacement du schéma du haut, entre ville, ressources et déchets, cet espacement-là, entre lieu de production et lieu de consommation, ne permet plus à l'habitant de comprendre suffisamment les conséquences, l'impact de ses modes de vie, de ses choix de consommation. Son espace quotidien le laisse croire que ses actions, son mode de consommation ont un faible impact environnemental, alors que ce n'est pas le cas en réalité. Plus largement, à l'échelle de la ville, à l'échelle de Bruxelles, nous pouvons penser que nous sommes dorénavant entrés dans une sorte de société post-industrielle, alors qu'en réalité, notre économie de services ne constitue que le sommet d'un iceberg dont la partie immergée demeure une base industrielle plus importante que jamais, mais trop invisible car trop espacée. Nous n'avons effectivement, Émilie l'a dit également dans la communication précédente, jamais autant consommé de matière et d'énergie, mais nous ne le savons plus assez. Alors la question, c'est de savoir comment nous allons pouvoir revenir de ce schéma du haut vers le schéma du bas. Nous ne pourrons le faire, donc réduire les prélèvements de ressources, réduire les pollutions, les déchets, mieux boucler, en recyclant, en réparant, en partageant, qu'au prix, me semble-t-il, d'un questionnement sur les échelles. Quelles sont les échelles pertinentes de ce bouclage, des circuits courts? Comment penser l'emboîtement entre ces échelles, depuis le bâtiment durable, on vient d'en parler, en passant par le quartier durable jusqu'à la ville et au territoire durable? Le passage des énergies fossiles aux énergies renouvelables mettra-t-il fin aux grands réseaux techniques centralisés? Je ne le pense pas. Nous aurons très vraisemblablement, et à moyen terme en tout cas, à concevoir et à gérer des systèmes composites capables de concilier
les effets de solidarité assurés par les grands réseaux techniques et la responsabilité plus grande des habitants et des acteurs dans le cadre de développement de projets locaux, valorisant donc des systèmes de boucles locales. Je me pose d'ailleurs la question, puisque je vous présente un schéma de smart grid, de ville intelligente, si la ville durable n'est pas en train de devenir un paradigme en voie de disparition, supplanté par les smart grids, les smart cities. J'en veux pour preuve que si vous souhaitez obtenir des fonds de recherche aujourd'hui, vous devez certainement vous engager dans le développement d'une étude ou d'une recherche au sujet des smart cities. Et avec cette question et cette perplexité qui est la mienne par rapport à ce développement de la ville dite intelligente, cette ville-là, sera-t-elle finalement intelligible ? Sera-t-elle, pour reprendre les termes d'Ivan Illich, conviviale ? Il parlait de société conviviale à propos du rapport de l'homme à l'outil, et que l'outil industriel, il parlait de cela, devait être d'abord et avant tout un élément qui augmentait son autonomie et ses compétences des habitants. Voilà, me semble-t-il, une question importante à propos donc, du développement de ces systèmes d'automatisation, de réglage en temps réel, d'intégration du consommateur-producteur, hein, le fameux compteur qui tourne à l'envers, etc. Ou bien, je pense que avec les smart grids, on risque de continuer de consommer comme aujourd'hui, et peut-être même davantage quand on songe aux effets rebonds. Il est en tout cas démontré que les technologies de l'information et de la communication n'ont pas, jusqu'à aujourd'hui, on en a parlé également, réussi à produire un quelconque découplage entre le développement de l'activité économique et la consommation des ressources. Rapidement, une illustration de la difficile question de l'échelle, savoir quelle est l'échelle pertinente à propos d'un sac vert bientôt rejoint par un sac brun de déchets organiques. Est-ce que ce sac brun, ce sac vert servira-t-il mieux et plus efficacement s'il est collecté dans toute la ville pour alimenter une centrale de biogaz pour faire rouler les bus de la ville, comme le montre le très beau projet de centre de valorisation organique de Lille, ou bien, et qui est envisagé pour Bruxelles, ou bien s'il est utilisé pour alimenter un compost de quartier, pour fertiliser un potager. Entre ville et quartier, toujours pour discuter de la question des échelles, il y a une échelle intermédiaire qui est fort intéressante, qui est celle de l'intercommunal, de l'échelle du district urbain, et qui ne manque pas d'intérêt. Le passage de Bruxelles radioconcentrique à un Bruxelles résolument plus polycentrique, le projet de PRDD d'ailleurs porte cette ambition, représente, me semble-t-il, une opportunité unique pour mieux articuler densité, mixité et accessibilité par transport en commun, mais aussi pour mettre en place les conditions de développement d'un écosystème plus circulaire, en prévoyant l'accueil d'activités et de services liés à l'acheminement et au traitement de la matière et d'énergie. J'illustre ici, à partir de 5 grands sites majeurs, sites prioritaires en projet ou en cours de développement aujourd'hui, tous organisés historiquement autour de l'acheminement de la marchandise, donc avec ces infrastructures de transport par voie d'eau, par voie ferrée, Delta, Tour et Taxi, Gare de l'Ouest, Scarbeck Formation et Josaphat. Et la question qui m'intéresse, c'est de savoir si il est possible de réfléchir au développement de programmes intégrés de ces services écologiques de la ville, qui, par exemple, prendrait en compte de manière donc très synergique, si vous voulez, un centre de distribution urbaine, un centre de tri et de recyclage, des centrales énergétiques, j'ai parlé du biogaz, un dépôt de bus, des marchés de seconde main, etc. Toutes ces activités, donc, optimisant leurs relations de proximité. Alors, penser cette optimisation à cette échelle-là leur permet de penser ensuite de manière plus claire dans les échelles inférieures, dans les quartiers, les îlots, les rues, les bâtiments.
Il me semble que c'est tout à fait essentiel aujourd'hui, peut-être aussi de réfléchir en sortant de cette vision un peu réductrice de l'activité économique par rapport au logement qui est soit compatible ou non compatible. Il me semble qu'il faudrait pouvoir proposer une activité économique qui soit liée et associée clairement à l'habitat dans le cadre donc des affectations urbanistiques. Voilà, je termine, puisque j'ai terminé mon temps également, avec cette dernière diapositive, puisque j'ai parlé de l'espacement, me semble-t-il est important de parler également de l'espacement mental et de revenir sur cette nécessité de développer des savoirs transversaux, interdisciplinaires. Faut-il le rappeler. Ce qui me semble intéressant, c'est là que je voulais simplement terminer mon exposé, c'est que finalement, si cette pensée plus systémique, réencastrant, donc plus clairement, transversalisant plus clairement les trois sphères du développement durable, ne se produit peut-être pas assez, c'est peut-être parce que finalement, la ville elle-même, l'écosystème urbain n'est peut-être pas à sa juste mesure. Et donc je pense qu'il y a un lien entre la possibilité de développer une pensée systémique pour qu'elle puisse s'épanouir dans une ville qui porte cet écosystème plus mesuré. Voilà, je vous remercie pour votre attention.